Quand on a un rêve, en fait, c'est notre âme qui nous parle. Et notre âme, elle sait. Et de ne pas écouter voilà, les projections, parfois, souvent même, de notre entourage, les projections négatives, qui seront un petit peu des barrières ou des freins. Et d'écouter, en fait, cette voix intérieure qui nous dit moi, j'aime bien faire ça. Et ça, j'aime bien. Et je pense que je suis douée pour. Et de se lancer et de se faire confiance, en fait. Donc, d'écouter leurs rêves, parce que c'est leur âme qui leur parle. Bonjour les amis et bienvenue dans l'émission Why Not en compagnie de votre serviteur Eric le Magnifique, et j'ai le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Djemila Bouteille qui est thérapeute en Nouvelle-Calédonie. Djemila, bonjour. Bonjour Eric. Et sois la bienvenue sur Océane, comment vas-tu? Merci, ça va très bien, merci. Alors Djemila, aujourd'hui tu vas nous présenter dans quelques instants le métier de thérapeute. Voilà le métier que tu exerces à l'heure actuelle. Mais avant cela, Djemila, j'aimerais, pour nos auditrices et nos auditeurs, en savoir un peu plus sur toi. Alors, présentation, qui es-tu? Alors, présentation, donc je suis Djemila Bouteille, j'ai 35 ans, je suis calédonienne. J'ai grandi et je suis née et j'ai grandi à Nouméa. J'ai également fait mes études universitaires à Nouméa. Et je suis maman d'un enfant de 5 ans. Donc tu as fait tout ton parcours scolaire ici? Oui, ici. Voilà, t'as été en France un peu ou à l'étranger? Non, quand j'étais arrivée pour le master, j'ai hésité parce que du coup je voulais pas quitter mon île et ma maman. Je comprends. C'est assez dur de quitter la Calédonie. Mais j'encourage et je trouve que c'est une super idée. Oui. Il faut le faire. Et aujourd'hui tu fais quoi dans la vie, Djemila? Alors du coup, actuellement j'ai 2 activités. Donc j'ai une activité en tant que salariée, donc ça fait 10 ans que je travaille dans les ressources humaines. Et depuis 2 ans, je suis entrepreneuse. J'ai créé ma société, donc Harmonie NC, qui propose donc de la thérapie, de l'accompagnement, du coaching et de l'accompagnement notamment familial et parental. Ça fait 2 ans, donc tout récemment, que tu as décidé de créer cette société, Harmonie NC. Oui. Donc Harmonie, ça s'écrit H comme Harmonie avec un Y à la fin ouais, ou un Y comme en anglais en fait. Ok, donc H-A-R-M-O-N-Y. N-Y, tout à fait. Espace NC. Et donc tu as créé donc, cette société et aujourd'hui tu exerces le métier, c'est via cette société que tu exerces le métier de thérapeute? De thérapeute, tout à fait. Et donc, justement, venons-en à la présentation de ton métier. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir thérapeute? Eh bien déjà, dans mes 2 métiers, que ce soit dans les ressources humaines ou de thérapeute, le fil rouge, c'est l'humain. Et en fait, j'ai toujours été, depuis toute jeune, passionnée en psychologie, comprendre la vie, comprendre l'humain. Et j'ai toujours eu à cœur d'aider les autres aussi. Et notamment dans mes groupes d'amis, je me suis toujours retrouvée à être la confidente, celle qu'on vient voir quand ça va pas, et même des fois des gens que je connais pas dans la rue qui me croisent et qui se mettent à se confier. Et en fait, j'ai fait une pause professionnelle en fait, donc après mon accouchement, donc j'ai pris un congé parental. Et c'était le moment de lever la tête du guidon et je me suis dit, mais j'ai eu 30 ans aussi à l'époque, et je me suis dit, mais en fait j'ai envie de me lever le matin et d'avoir ce pep, ce côté... Cette envie de vivre. Voilà, ça te fait vibrer, et puis tu sais pourquoi tu le fais, et puis t'as pas l'impression de travailler, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, quoi. Et donc du coup c'est devenu tout naturellement où il y avait tout le questionnement, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est venu tout naturellement parce que la vie, quand on est aligné, ça vient tout naturellement à toi, et donc du coup au fur et à mesure, donc pendant ces années-là, j'ai suivi des formations professionnelles et du coup me voilà thérapeute et coach. Donc tu me dis c'est quelque chose depuis petite, et depuis vraiment petite, ou il y a eu une période dans ta vie à un moment précis, il y a eu un déclic, ou en fait tu sens que c'était toujours naturel en fait, cette attirance, cette philanthropie? Ouais, j'ai envie de dire que c'est naturel depuis toute petite, où je pose toujours des questions, je veux toujours comprendre. Des fois, c'est problématique parce que des fois... tu veux essayer de comprendre pourquoi lui réagit comme ça, pourquoi lui se comporte comme ça. Et en fait, je pense que la première personne que je voulais comprendre, c'était moi, parce que du coup, issue d'une famille de maman solo, voilà, je pense que j'avais envie de comprendre des choses sur moi et notamment après sur les autres aussi. Et tu sais, les émissions, genre ça se discute avec de la rue à l'époque, etc. J'adorais puis l'avis du psychologue. Avoir les histoires de chacun. Voilà, les histoires de chacun, les expériences de chacun, et de voir comment ils se sont construits avec les difficultés de la vie ou pas. Et de pouvoir mettre des mots, se comprendre, etc.
Donc ouais, c'est naturel, j'ai envie de dire. Et puis après, je pense aussi l'écoute aussi qui est naturelle, ou voilà, comme je te l'avais dit. Oui, les personnes qui viennent naturellement à toi et qui se confient parce qu'elles se sentent en confiance et je pense, elles se livrent. Tout à fait, naturellement, sans que je demande quoi que ce soit, et que ce soit voilà, dans mon travail de salarié, au lycée, à toute période de ma vie, j'ai toujours, même dans mes groupes de théâtre. Et encore actuellement, j'imagine. Et encore actuellement. Pas forcément dans le cadre de la thérapie. Tout à fait. Et c'est moi qu'on vient voir, et puis du coup, les gens ils se livrent, et je pense que c'est naturel, en fait, il y a une écoute, et puis j'ai vraiment un intérêt à écouter l'autre, à l'aider, et puis à vouloir le comprendre et à l'aider à se comprendre aussi. Dans ta société, lorsque tu es en atelier avec les personnes, tu parles d'un concept qui s'appelle la parentalité positive. Oui. Et justement, c'est quoi pour toi la parentalité positive? C'est quoi ce concept? Oui, alors la parentalité positive, donc c'est en lien avec l'éducation. Donc on entend beaucoup parler maintenant d'éducation positive, d'éducation bienveillante, d'éducation consciente. Et en fait, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est trouver la juste autorité, en fait, entre comment j'associe la fermeté et la bienveillance. Donc on entend par le mot bienveillance, tu sais, le respect du monde de l'enfant, de considérer l'enfant au même niveau que nous. Et donc on se met à sa hauteur, donc il est vu, il est entendu, son avis compte, ses besoins comptent, et donc on le prend vraiment en compte. C'est pas juste un enfant, avec ce côté un peu où on le met un peu de côté, ou qu'on prend l'ascendant sur lui, bien qu'on soit responsable de lui en tant qu'adulte, bien sûr. Et souvent on confond la bienveillance avec on pense que la bienveillance c'est on laisse faire, on dit oui à tout, on le gâte à outrance, on fait à sa place, etc. Et en fait, ou le secourir, ou éviter toute frustration, etc. Donc dire oui à tout, comme tu disais. Et en fait, là, on passe carrément dans le côté permissif, en fait, laxisme. Et là, il n'y a plus le cadre que l'enfant a besoin, justement, pour se construire, pour se sentir capable, pour avoir une confiance en lui aussi, quand on fait tout à sa place. Et c'est là l'importance de bien définir, parce que sinon on tombe dans un comportement toxique et dangereux. C'est ça. Un peu au même titre que d'ailleurs un mouvement assez célèbre, qui est je sais pas si tu en as entendu parler, le body positive. Du coup, c'était pour accepter son corps. C'est ça. Et en fait, du coup, tu assumes ton corps, mais t'as pas le droit de changer. C'est ça en fait, je veux dire, dans le comportement toxique. Et ça rejoint ce que tu dis dans la parentalité positive. C'est pour ça qu'il faut bien le définir, parce que sinon on va croire que t'as pas le droit d'être en colère, t'as pas le droit d'être. Tout à fait. Et que si tu le fais, justement, tu seras pointé du doigt, tu seras jugé par les gens qui justement adoptent ce type de comportement, mais en fait qui l'ont peut-être mal compris. Oui, parce qu'il y a une véritable crainte derrière la parentalité positive et bienveillante, c'est que du coup on en fait des enfants rois. Beaucoup pensent que ça va faire des enfants rois, ou que l'enfant vraiment il fait ce qu'il veut, et qu'il n'y a pas de cadre. Et qu'en fait si, justement il y a un cadre, et comme toi et moi dans la société, il y a un cadre, il y a des lois, il y a des règles, et pareil avec les enfants, il y a un cadre, et c'est là où on va entendre le mot fermeté, qui est du coup c'est d'imposer ses propres limites déjà en tant que parent, quand ton enfant il fait des choses que non, tu sens que tu peux pas accepter, que c'est pas possible pour toi, et de poser un cadre, de mettre des interdits, de mettre des limites, ne serait-ce que pour sa sécurité, ou pour s'assurer de son intégration plus tard dans la société, tout simplement parce qu'il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas. Bien sûr. Et du coup tu peux pas dire oui à tout, tu dois mettre un cadre, et comment du coup je mets ce cadre. Je mets ce cadre, tout à fait. Et comment je le maintiens, parce que c'est pas évident, tout à fait. Comme on peut se dire, il y a des situations, on en parlait, il y a des situations où des fois on a envie d'exploser, parce que on a été stressé de la journée, on est fatigué, et de voir que notre enfant fait un caprice. C'est ça. Et c'est là où comment on réagit en fait. C'est là où on vient mettre de la conscience en fait sur la situation, mais déjà sur soi-même, d'être conscient de non mais là je suis fatiguée, j'ai ma journée dans les pattes, et là il est en train de me faire une crise parce que j'ai fait des spaghettis, il voulait des coquillettes, c'est pas possible. Tu vois un peu le genre. Et du coup c'est de pouvoir s'autoriser aussi de se mettre en colère, ou de dire non c'est comme ça, etc. Parce que du coup mettre ses limites. L'enfant il est dans le mimétisme, il apprend dans le mimétisme. Et quand on s'autorise à se mettre en colère, de dire non, stop, etc., donc bien sûr, pas avec agressivité, pas avec violence, mais de le dire, et des fois, quand on dépasse un peu ces limites, on a été trop loin, on a dit des choses trop méchantes, on a dit des choses qui dépassaient notre pensée, c'est de pouvoir
réparer derrière. Et du coup, l'enfant va apprendre aussi justement à travers ce genre d'expérience de ah ouais, des fois je peux m'emporter, enfin ça peut arriver à tout le monde de se laisser complètement. Mais du coup, qu'est-ce que je fais après? Et ben du coup, tu apprends que après, je m'excuse. La maman, elle a complètement, elle a pété un câble ou ces mots ont dépassé sa pensée. Je m'excuse, dire pardon, enfin et tout ça en fait de le faire, ça paraît peut-être pour certains de dire mais non, j'ai déjà entendu moi ah non, faut jamais s'excuser auprès d'un enfant, faut tenir tête, etc. Mais du coup toi tu lui dis toujours dis bonjour, dis pardon, excuse-toi quand il est au parc, il a bousculé un petit copain, etc. Mais quand toi-même tu fais mal, du coup tu lui dis pas pardon, donc du coup ça marche pas, c'est contradictoire. Oui, il y a une incohérence et il comprend pas. Et c'est vraiment en fait l'éducation, c'est vraiment être soi, ce qu'on veut transmettre à nos enfants en fait. Alors sur tes ateliers, sans trop aller dans le détail, qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Qu'est-ce que tu proposes le long de cet atelier? Oui, alors déjà les ateliers ils s'adressent à tout l'entourage en fait proche de l'enfant, donc que ce soit les parents, papa, maman, mais ça peut être aussi tonton, tontine, etc. Il y a aussi des ateliers qui peuvent être tournés, mais plutôt pour le corps enseignant ou les assistantes maternelles, etc., qui travaillent par exemple dans les crèches. Et en fait, qu'est-ce qu'on y fait à travers des formes de jeux ludiques et interactifs, en fait, on va venir changer notre regard en fait sur l'enfant, sur les comportements dits inappropriés de l'enfant. Donc, par exemple, quand tu disais, il fait un caprice, quand il fait une crise, qu'est-ce que je fais? Quand il y a des tempêtes émotionnelles, du coup, qu'est-ce que je fais? Ou comment je peux les prévenir en amont? Parce que du coup, on pense des fois que ça nous vient dessus, mais en fait, il y a des signes ou il y a des choses à faire avant ou à ne pas faire pour ne pas nourrir en fait ces émotions dites négatives. Et voilà, ou qu'est-ce que je fais aussi quand mes enfants se disputent, les disputes dans les fratries, combien de mamans me disent oh là là, je suis plus une maman, je suis un arbitre, je passe mon temps à départager, ils se disputent tout le temps, etc. Voilà, on apprend à gérer le quotidien en fait, voilà, sans fessée, sans punition, sans violence physique. Au travers de différents cas pratiques. C'est ça, à travers des outils, et puis vraiment et en fait vraiment à travers aussi de jeux de rôle aussi, où du coup le parent, ça lui permet vraiment de se mettre à la place de l'enfant et de comprendre, et du coup je lui demande qu'est-ce que tu voudrais, comment tu voudrais que je te le demande, ou comment tu voudrais que là j'agisse avec toi, et du coup lui-même a la solution lui en fait, et en fait on développe là l'empathie. Et dans les ateliers, il y a des enfants ou c'est que les parents? Non, par contre, c'est que les adultes. Parents. Ouais, c'est que les parents, c'est que les adultes. Ouais, donc ça peut être des parents, mais ça peut être aussi bien des enseignants, ça peut être... C'est ça, qui désirent... Comme tu disais, toutes les personnes qui sont en contact d'enfants. C'est ça. Est-ce que même ça t'est arrivé de recevoir quelqu'un qui te disait, qui avait justement un cas pratique précis et qui voulait justement avoir une autre réaction, agir différemment? Ça t'est déjà arrivé ça? Eh bien justement, parce que comme les ateliers ils sont préparés en 4 matinées, en fait, tu vois, en 4 sessions. En fait, à chaque atelier de session, en fait, on fait des recherches de solutions. Et du coup, là, le parent, on permet à un des parents d'exposer un des problèmes qu'il rencontre dans son quotidien. Et à travers cette recherche de solutions, on va essayer de trouver, déjà on va essayer d'aller voir, de décoder comment l'enfant s'est senti, comment le parent s'est senti, et qu'est-ce qu'on peut faire. Et du coup, on propose donc plusieurs solutions. Et après, il ramène ça à la maison, il essaye, donc il en retient 2 ou 3. Et après, la fois d'après, il nous rapporte si ça a fonctionné ou pas. Voilà, c'est pour ouvrir, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il y a des milliers de façons de faire. Et en fait, c'est vraiment des moments où aussi les parents, du coup, comme il y a d'autres parents, où ils se livrent, où ils se confient, où ils comprennent, il y a vraiment beaucoup de prise de conscience aussi. Parce que du coup, il y a vraiment cette prise de recul, en fait, qu'on n'a pas forcément pendant la crise, ou au quotidien, en fait, on est dans un espèce de train-train et on fait toujours de la même façon, et on se rend plus compte, en fait, que peut-être on pourrait faire différemment. Par exemple, je pense le sujet que tout parent connaît, la douche. Je connais aucun enfant qui me dit « Ouais, youpi, je vais aller à la douche ». Et du coup, comment je peux faire pour que ce moment devienne un moment agréable, ou du moins que ce soit le moins lourd possible pour toute la famille, parce que du coup, ça peut vite partir, et les émotions, c'est des choses... contagieuse, c'est-à-dire que s'il y en a un dans la famille qui a une mauvaise humeur et qui commence à pleurer, à crier, du coup très vite t'as peut-être le deuxième, peut-être frère ou sœur qui pareil, qui demande de l'attention, et qui et puis du coup papa, maman aussi, et du coup c'est vraiment c'est contagieux les émotions, donc c'est des recherches de solutions qu'on fait dans les ateliers. Est-ce que ça c'est chronophage au quotidien? Est-ce que tu arrives toujours à avoir une vie sociale? Alors c'est vrai que d'avoir les deux c'est compliqué.
parce que du coup, il y a ma vie de salarié et après, derrière, c'est en dehors de mes horaires de travail qu'il y a cette vie d'entrepreneur. Oui, puis c'est deux mondes différents parce que salarié, tu as des heures précises, tu viens, tu fais tes heures, tu repars. Alors que là, c'est ta passion, tu es entrepreneuse et donc puis, c'est beaucoup plus envahissant, on va dire, dans ta vie. Ah bah du coup, je prends ce temps-là sur ma vie pro et donc ma vie de famille. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué, surtout que quand on est passionné par quelque chose, comme tu disais, et puis quand c'est entrepreneur, c'est-à-dire que cette entreprise, c'est notre petit bébé aussi. Exactement. Du coup, on a tendance, et puis on a toutes les multicasquettes. Donc, je fais la comptable, je fais la communication, je fais la thérapeute, je crée les ateliers, je les anime, on fait tout, quoi. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Et c'est de trouver le juste milieu, le juste équilibre. Donc c'est sûr que quand ton entreprise elle démarre et qu'elle fonctionne, enfin moi en tout cas, c'est que derrière il y a aussi un conjoint qui, en tout cas dans mon cas, c'est qu'il me soutient, il est là et qui prend la relève aussi du coup aussi avec mon enfant. Et j'essaye de pas non plus trop déborder, de me mettre moi-même des propres limites, de dire non. À partir de telle heure, j'arrête d'ouvrir les mails, j'arrête d'aller regarder les réseaux sociaux pour voir s'il y a des messages, etc. Pour pouvoir passer des temps de qualité justement avec ma famille. C'est pas qu'après, du coup, ce soit tout le temps H24 et même le week-end, etc. Et que je délaisse ma famille, surtout avec les messages que je prends derrière. Tu disais que tu avais des retours. Tu sais, quand tu recevais des personnes en atelier, tu leur donnais quelques outils, ils partaient, ils essayaient chez eux et ils revenaient te dire si ça a marché ou non. Et justement, est-ce que donc tout ça, la gestion, la thérapie, est-ce que c'est compliqué au quotidien? Est-ce que tu as déjà eu des retours négatifs? Il y a aussi des gens qui viennent faire une thérapie, qui viennent se confier. C'est ça. Est-ce que toi aussi Et c'est pas forcément des parents. Voilà, c'est pas forcément des parents. Donc c'est pas que dans cet ordre-là, tout à fait. Voilà, mais du coup, je veux dire par là qu'ils viennent se décharger de leur mal-être. C'est ça. Mais est-ce que toi, vis-à-vis de ça, de ce mal-être de plusieurs personnes qui viennent te rendre visite, est-ce que toi, tu arrives à gérer tout ça? T'es pas, parce qu'il y a aussi donc, ce phénomène de l'éponge émotionnelle. Oui. Est-ce que toi, ça va, t'arrives à justement à gérer donc tout ce mal-être, à ne pas l'absorber pour justement ne pas te sentir mal? C'est une très bonne question. Et puis tous les thérapeutes qui sont confrontés, c'est de pas... Donc comment toi tu gères ça? Alors moi, du coup, je fais ma petite météo intérieure déjà pour aller voir comment je vais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Ah oui, il y a ça qui avait tout à l'heure, ça m'avait contrarié, ça j'ai pas trop aimé. Et après, quand tu es en thérapie, quand tu es en séance, tu es vraiment à l'écoute de l'autre. Tu n'es plus du tout centré sur toi. Du coup, si tu veux, t'es plus... Enfin, ça peut pas, si, bien sûr, ça peut te toucher, même un peu t'émouvoir parfois selon les histoires, mais c'est pas quelque chose qui va venir un peu te bouffer ou énergivore. Qui va venir assombrir ton ciel. Voilà, c'est ça, parce que du coup, il y a vraiment ce travail de dissociation à faire. Il peut y avoir le côté où, par contre, après, tu sais, la séance est finie et du coup, tu penses beaucoup à la personne qui est venue et tu penses à elle et du coup, tu dis « Ah, peut-être que j'aurais pu lui dire ça. Ah, peut-être qu'elle devrait... Et du coup, tu restes un peu sur ça. Et c'est plus ça, pour moi, en tout cas, le danger. C'est de trop continuer à ruminer, en fait, après la séance et de vouloir continuer à aider la personne et qu'au lieu de peut-être soit attendre qu'elle-même fasse... Enfin, il faut que de toute façon, elle fasse elle-même son propre travail, son propre chemin. Mais c'est de continuer à réfléchir au problème de la personne alors que c'est pas ton problème et que toi, tu es là pour l'accompagner et la guider selon ce qu'elle demande, quoi. Djemila, j'aimerais donc aussi te poser cette question. À titre personnel, penses-tu que ce soit plus dur, vu que tu es entrepreneuse, penses-tu que ce soit plus dur en tant que femme de gérer une entreprise, de gérer une société? De premier abord, je te dirais non, que mon statut de femme ne m'a jamais... mis des bâtons dans les roues. Oui, mis de bâtons dans les roues, quand j'ai voulu l'ouvrir, etc. Mais j'ai envie de te dire que le côté un peu où on est femme, maman, où on a plusieurs casquettes, femme et femme aussi, donc mariée ou en couple, etc. Comme on a plusieurs casquettes, peut-être, oui, parfois ça m'a posé problème d'avoir toutes ces casquettes en fait de femme entrepreneuse. Là, je suis la femme, là, je suis la mère, là, je suis l'amie, et du coup de jongler, donc plutôt dans ce sens-là, mais pas dans mon statut de femme. Non, est-ce que tu as rencontré des situations dans lesquelles tu t'es déjà dit si j'avais été un homme, ça aurait été différent? Non, pas t'avais vraiment. pas ressenti ça? Non.
Et on va terminer donc cette interview avec les infos pratiques. Comment on peut te contacter pour donc contacter la société Harmonie NC pour une consultation ou pour participer à tes ateliers? Oui, bah déjà ma page Facebook ou sur Instagram aussi également. Donc on tape Harmonie NC pour les deux? Les deux, tout à fait. Enfin, Insta, je crois que c'est Harmonie Nouméa, il me semble. Okay. Tiré du 8. Tiré du bas, je sais pas c'est lequel. C'est le 8. Le underscore. Voilà. Ok, donc Harmonie _ Nouméa pour ça, Instagram, et l'autre c'est Harmonie NC. Harmonie NC, Djimila, coach et thérapeute sur Facebook, où vous trouverez tous mes coordonnées, donc avec mon numéro de téléphone et aussi mon adresse mail si vous souhaitez, si vous préférez passer par mail. Mais voilà, par message privé, par Messenger, c'est ok. On aura tous les contacts sur les deux pages. Et il y aura tous les contacts sur les deux pages, Super. Tout à fait. Et est-ce que tu aurais un message pour les Calédoniennes et les Calédoniens qui aimeraient justement vivre comme toi de leur passion? Si j'avais un message, ça serait d'écouter leurs rêves. Parce que quand on a un rêve, en fait, c'est notre âme qui nous parle. Et notre âme, elle sait. Et de ne pas écouter les projections, parfois, souvent même, de notre entourage, les projections négatives, qui seront un petit peu des barrières ou des freins. Et d'écouter, en fait, cette voix intérieure qui nous dit « Moi, j'aime bien faire ça. Et ça, j'aime bien. Et je pense que je suis douée pour. » Et de se lancer et de se faire confiance en fait. Donc d'écouter leurs rêves parce que c'est leur âme qui leur parle. Merci beaucoup pour ce beau message. Merci à toi Eric.